Merci. Je vais donc lancer mon partage d'écran et afficher mon diaporama. Voilà. Donc, merci pour cette introduction. Je suis contente d'être là aujourd'hui avec vous et surtout après cette belle conférence d'ouverture. Donc, je vais vous présenter une petite synthèse des recherches qui ont été faites dans le service des sciences de l'éducation à l'ULB à propos du rapport au savoir enseigné et des difficultés d'apprentissage des étudiants. Peut-être ce qui est important de préciser avant de commencer, c'est que la nature des inégalités dont il est question dans cette présentation n'est pas liée à l'origine socio-culturelle, mais plutôt à la manière dont les étudiants abordent les savoirs enseignés dans le supérieur, qu'ils soient organisés en haute école ou à l'université. Autre précision utile, ces difficultés, elles sont susceptibles d'être rencontrées par tout étudiant inscrit en première année. Et donc, dans nos travaux, on n'a généralement pas ciblé une population ou une sous-population dont on pourrait penser a priori qu'elle est plus fragile que d'autres. Alors, en pédagogie universitaire, vous le savez, il y a de nombreuses recherches qui s'intéressent aux variables explicatives de l'échec et de la réussite des étudiants en première année. Et ce qu'on a pu constater, c'est que si les pratiques enseignantes commencent à être interrogées, et de plus en plus largement d'ailleurs, les savoirs eux-mêmes restent peu questionnés, ou alors ils y sont présentés de manière relativement descriptive et englobante, à partir d'un ensemble de qualificatifs comme abstrait, théorique, savant, en expansion, renvoyant à des concepts, éventuellement nécessitant de nouvelles manières d'apprendre. Or, il nous semble que si l'on veut pouvoir comprendre une part des difficultés rencontrées par les étudiants à l'université, on ne peut faire l'économie de s'interroger sur les savoirs qui y sont enseignés, sur ce qu'ils exigent de la part des étudiants et sur les difficultés que les étudiants rencontrent quand ils tentent de se les approprier. Et donc, dans ce contexte, nos recherches, elles visaient à répondre à trois souhaits. D'une part, creuser l'idée de rupture épistémologique. D'autre part, se détacher d'une approche déterministe pour expliquer les difficultés rencontrées par les étudiants. Alors, petite précision ici, c'est pas parce qu'on n'a pas cherché à creuser la dimension socio-économique ou socio-culturelle du rapport au savoir qu'elle n'existe pas, et c'est pas non plus parce qu'on cherche à se détacher de cette approche déterministe qu'on la nie. C'est juste que c'est pas une variable qu'on a étudiée dans nos travaux. Et puis on voulait aussi éviter d'opter pour une explication unilatérale de l'échec et de la réussite en contexte universitaire. Donc on voulait éviter de faire porter le poids de l'échec soit aux étudiants, soit au contexte universitaires, soit aux enseignants universitaires. Donc voilà. Alors, pour répondre à ce triple objectif, il nous fallait choisir une notion qui nous permette de mettre l'accent et de penser la relation entre les étudiants et les savoirs enseignés. Et c'est donc la raison pour laquelle on a choisi la notion de rapport au savoir. Cette notion, elle nous a semblé également intéressante parce qu'elle propose une lecture dite en positif de l'échec, ou dans notre cas plutôt de la difficulté, puisqu'on n'a pas fait de lien entre les difficultés des étudiants et l'échec. On n'a pas cherché à vérifier si les difficultés rapportées par les étudiants se traduisaient derrière par de l'échec. Et cette lecture dite en positif, en fait, elle suggère de regarder la difficulté comme une expérience qui est traversée et interprétée par un sujet, et non comme le résultat d'un manque de quelque chose, d'un manque de travail, d'un manque de méthode de travail ou encore d'un manque de prérequis. Enfin, c'est une notion qui nous a semblé intéressante aussi parce qu'elle a permis de mettre en lumière à d'autres niveaux d'enseignement, donc dans l'enseignement primaire et secondaire, l'existence de processus différenciateurs qui interviennent dans l'explication de l'échec et de la réussite. Alors évidemment, cette notion, elle n'est pas que parfaite, elle a aussi des limites. Et c'est notamment une notion dite valise, parce qu'elle a été déclinée de manière très variable et dans des contextes très différents. Et c'est donc la raison pour laquelle je vous propose de prendre un instant pour nous arrêter sur la manière dont nous définissons le rapport au savoir dans nos travaux. Alors, dans nos travaux, le rapport au savoir, il est envisagé comme une relation qui traduit le sens, la valeur qu'un sujet singulier accorde à ses apprentissages.
Cette relation, elle va se construire à partir de l'articulation de 3 registres qui sont énoncés ici, donc le registre épistémique, le registre identitaire et le registre social. C'est une relation aussi qui se construit à travers toutes les expériences d'apprentissage des apprenants, que celles-ci soient formelles ou informelles, scolaires ou extrascolaires, et qui donc va nécessairement évoluer dans le temps. Alors, dans cette présentation, je vous l'ai dit, je vous propose de faire une petite synthèse de 3 recherches qui ont été menées au sein du service des sciences de l'éducation à l'ULB. 3 recherches qui ont été menées en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et comme vous pouvez le voir, ces recherches, elles ont porté sur des étudiants de première année, sur des populations de taille variable aussi, puisque dans la première recherche de 2004, on avait travaillé avec 17 étudiants, dans celle de 2005, plutôt avec 387 étudiants, et puis dans celle de 2017, avec 201 étudiants. Des étudiants qu'on a parfois un tout petit peu sélectionnés quand même. Donc, pour la première, on était sur des étudiants dits moyens faibles. Donc, il y avait une moyenne entre 8 et 10 sur 20. Dans la recherche de 2005, on n'a pas du tout sélectionné les étudiants. On a pris tous les étudiants qui assistaient à un ensemble de cours. Et en 2017, j'ai plus personnellement travaillé sur des étudiants qui étaient inscrits pour la première fois en première année. Alors, donc sur des populations de taille variable, mais aussi avec des méthodes de recueil de données qualitatives et quantitatives, et dans certains cas, la combinaison des 2 types de données, dans des disciplines contrastées, puisque vous voyez qu'on a couvert des disciplines qui relèvent des sciences humaines, comme l'histoire de l'art, la psychologie, la sociologie, mais aussi des disciplines qui relèvent plutôt des sciences naturelles, comme la physique, l'éthologie, dont on peut considérer qu'elle tire plutôt du côté des sciences naturelles, et la biologie. Ces recherches, elles ont été menées à la fois dans les hautes écoles et dans les universités, et elles ont pour point commun essentiel d'envisager les difficultés des étudiants comme la résultante d'une co-construction entre l'étudiant et les savoirs qui y sont enseignés dans le supérieur, mais aussi d'avoir quand même tenté de caractériser un tout petit peu les savoirs enseignés dans le supérieur. Elles ont abouti à des résultats de nature très diverses, comme le calcul de pourcentage de difficultés pour les étudiants, comme la construction de portraits d'étudiants, donc pratiquement dans une optique d'études de cas, ou encore à des profils d'étudiants à partir d'analyses statistiques. Et dans cette présentation, j'ai fait le choix de vous présenter de manière dialogique les caractéristiques des savoirs enseignés et les difficultés que les étudiants rapportent par rapport à ces difficultés. Alors, je vais chaque fois commencer par présenter un petit peu le cadre, définir la difficulté potentielle, ou en tout cas la caractéristique des savoirs enseignés, et puis vous présenter des extraits d'entretien qui viennent illustrer ces difficultés. Et donc la première difficulté que nous avons relevée, elle est liée à la manière d'évaluer l'intérêt et l'importance des savoirs enseignés. Alors, selon nous, dans l'enseignement supérieur et universitaire, il y a 2 types de pratiques qui peuvent orienter le choix des notions enseignées et, en conséquence, la manière d'aborder les savoirs. La première, elle correspond à celle des producteurs du savoir, c'est-à-dire les chercheurs. Elle implique notamment que des savoirs en construction, mal stabilisés ou encore en débat puissent être enseignés. Dans nos travaux, nous avons appelé ces pratiques les pratiques sources, c'est-à-dire les pratiques de recherche qui sont à l'origine des savoirs. Le second type de pratique correspond aux pratiques professionnelles à l'horizon des études entamées ou, à minima, à des savoirs qui sont utiles pour aborder la suite du cursus entamé. Ces pratiques, nous les avons appelées des pratiques cibles. Alors, il est important ici de préciser qu'on ne cantonne pas certaines pratiques à l'université et d'autres aux hautes écoles. On ne l'avait pas fait a priori, et nos données, en fait, vont bien dans le sens du fait qu'on ne peut pas dire que les pratiques de recherche seraient uniquement le fait de savoir enseigner à l'université et que les pratiques cibles ou professionnelles seraient uniquement le fait de savoir enseigner dans les hautes écoles.
C'est d'ailleurs ce que montrent ces petits extraits d'entretien, où on voit qu'un étudiant en histoire de l'art, en haute école, HE, c'est ce que ça signifie, au terme de l'année, dit « Voilà que l'année se termine et qu'est-ce que l'on a fait réellement en un an? Nous n'avons pas vraiment touché à des réalités professionnelles. » Par contraste, on a un étudiant de haute école qui va dire « Pour moi, le bachelier est beaucoup plus utile qu'un master. Il n'y a pas de savoir inutile. Tout ce qu'on voit, on doit appliquer. Que ce soit en électricité, en électronique, c'est toujours des trucs de base qu'on doit savoir. » Et enfin, une étudiante en psychologie qui indique que pour comprendre l'intérêt du cours, il faut se placer dans la situation du chercheur qu'elle sera peut-être plus tard. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la recherche de 2005, on avait pu constater que 80% des étudiants, tous champs disciplinaires confondus, accordaient de l'importance à la prise en compte de savoir en lien avec leur future profession. Cependant, parmi ces étudiants, deux profils se dégageaient. Il y en avait un premier profil qui accorde autant d'intérêt aux pratiques cibles ou aux pratiques professionnelles qu'aux pratiques de recherche, et un second profil qui, lui, semble plus déstabilisé lorsque la présentation des savoirs dévoile leur instabilité. Et ce second groupe d'étudiants représente quand même plus d'un tiers des étudiants qui sont dérangés quand l'enseignant présente, par exemple, plusieurs manières de voir une même question. Et dans ce cas, leur difficulté s'exprime de cette manière. Donc, on a à nouveau un cours d'histoire de l'art en haute école où l'étudiant confie que dans l'art, on reste face à des questions, mais on doit trouver une interprétation. Si on ouvre la voie à plein d'interprétations, il y en a une seule qui est la bonne. C'est cela qu'il faut trouver. C'est cela que je reproche à l'art moderne, trouver 1000 raisons à n'importe quoi et qui souvent se contredisent. Donc, on sent là l'inconfort de l'étudiante face à ce qu'elle appelle des raisons qui se contredisent. Même chose un petit peu en psychologie clinique où on est face à un étudiant qui dit, face à la présentation de deux modèles théoriques qui sont en débat, je me dis, c'est quoi le bon? Pourquoi il y en a deux? Est-ce qu'il faut combiner les deux? Ou elle a dit qu'il ne fallait pas combiner les deux, mais je ne comprends pas pourquoi. On parle de ça, puis on parle de ça, et je ne comprenais pas le rapport, ou s'il n'y avait pas de rapport, ou s'il y avait un lien, s'il n'y avait pas de lien. Si pourquoi, si qui, enfin, c'était pas vraiment très clair, je ne sais pas. C'est comme si j'avais un livre qui parle de la même chose, mais je ne peux pas faire le lien entre les deux. Et donc, on voit dans ces deux extraits qu'il y a une forme presque d'errance qui s'installe pour ces étudiants qui ne trouvent pas, enfin qui ne comprennent pas ce qu'ils doivent faire de modèles théoriques en débat ou d'explications contradictoires qui sont présentées dans le cadre de leur cours. Alors, le deuxième type de difficulté qu'on a pu repérer dans nos recherches concerne la manière dont le sens des savoirs ou des concepts enseignés se construit. En effet, à travers l'observation de quelques cours, notamment dans une recherche précédente, en 2003, nous avions pu constater que dans le supérieur, l'enseignant est pratiquement toujours amené à introduire des notions et des concepts en faisant appel, pour les expliquer, à d'autres notions ou concepts qui seront étudiés plus tard dans le cours ou ailleurs. Alors cette situation, elle a pour conséquence qu'il n'est pas toujours simple pour l'enseignant de définir, ou en tout cas de définir de manière précise, un nouveau terme, surtout en début de cours, car ce terme, finalement, ne pourra être compris d'une manière rigoureuse que lorsque les étudiants connaîtront les autres termes qui l'entourent. Alors, c'est ce que dans nos travaux, nous appelons la textualité des savoirs, et c'est ce que j'ai tenté de représenter à travers les petits pictogrammes qui se trouvent en haut à droite et qui évoquent l'idée de réseau, même si je reconnais volontiers que dans le contexte actuel, ils ont plus l'air de ressembler à des coronavirus qu'à un réseau de concepts. Et donc, cette caractéristique des savoirs enseignés, elle introduit une forme de circularité des énoncés qui vont progressivement se positionner et se définir les uns par rapport aux autres, et qui implique donc pour les étudiants la nécessité d'accepter de ne pas toujours tout comprendre immédiatement. Et peut-être ce qui est important de préciser aussi, c'est que cette dimension, elle est valable, je pense, pour toutes les disciplines enseignées, peu importe qu'elles relèvent des sciences humaines ou des sciences naturelles.
Or, eh bien, le fait de devoir accepter de ne pas tout comprendre immédiatement n'est pas confortable pour les étudiants et encore moins pour ceux et celles dont l'attitude témoigne d'un engagement important dans leurs études et qui sont soucieux de bien faire. Donc, c'est ce qu'on peut voir, c'est ce que je vais illustrer ici à travers à nouveau une série d'extraits. Donc, à nouveau, un exemple tiré d'un entretien qui portait sur le cours de psychologie clinique, où l'étudiant dit « Il y a certaines parties du cours où il faut vraiment bien être accroché, parce que certains concepts sont un peu compliqués à comprendre. J'ai eu un peu de mal à faire le distinguo entre névrose, psychose et perversion, c'était un peu flou. Il faut suivre, mais en fait, ça fait un ensemble son cours, tout est lié. Donc, quand on a compris une chose, c'est marrant de pouvoir remonter et de se dire « ça c'est lié, c'est assez en cercle ». Et donc, c'est assez intéressant parce que cette étudiante, elle exprime très clairement la circularité des savoirs qui sont enseignés et la nécessité parfois d'aller plus loin dans le cours pour mieux comprendre des éléments qui avaient été présentés dans un premier temps. Alors, autre exemple, dans le cours d'éthologie, durant le cours, j'ai eu du mal à comprendre certaines choses. Le prof l'expliquait bien, de ce que je me souviens. Donc ici, on voit bien que l'étudiant ne va pas ne va pas reporter la faute de ne pas avoir compris sur la qualité des explications de l'enseignant. Donc, c'était pas ça, c'était pas parce que le prof n'expliquait pas bien, mais j'avais du mal à suivre certaines choses et je sais plus ce qui me posait problème, mais je sais que quand j'ai étudié, c'est comme si une lumière s'était allumée. Donc, à nouveau, on voit ce chemin qui est parcouru entre le début du cours, où il y a des choses qui semblent un peu floues, un peu imprécises, et puis le fait de revenir au début du cours qui permet de mieux comprendre et de mieux aborder les choses. Alors, un exemple en cytologie, il met à chaque fois le titre, il fait une petite introduction où il balance des trucs, mais on ne comprend rien parce qu'on n'a pas encore lu tout le truc. C'est un étudiant qui est un petit peu plus critique ici. Et puis, on lit tout le truc, c'est 1000 mots compliqués, il y en a vraiment beaucoup. Et donc ça, je trouvais ça vraiment difficile. Moi, ça me mettait 15 minutes de comprendre une page. Donc ce cours-là, je pense qu'il n'est vraiment pas accessible à tout le monde et qu'il faut vraiment beaucoup de temps. Ici, l'accent est mis sur la nécessité d'avoir du temps pour aborder les cours. Peut-être ce qui est important de dire, c'est que ce cours de cytologie, il s'inscrit dans le contexte des études de psychologie et qu'il y a donc tout un certain nombre d'étudiants qui ont moins eu de biologie que d'autres et pour lesquels la difficulté est donc encore un cran plus élevé. Alors, dernier exemple, et ce n'est pas une erreur que la dia soit blanche, en tout cas que ce que vous voyez est blanc, c'est un exemple qui est un petit peu moins formel, hein, qui n'est pas directement tiré de recherche, c'est un exemple que je suis allée chercher sur ULB Confession. Donc, je pense que je ne dois pas vous présenter ce genre de page qu'on trouve sur Internet, enfin sur Facebook. Hein, c'est des pages où les étudiants vont partager spontanément tout un tas d'informations plus ou moins intéressantes d'ailleurs, qui concernent les cours ou pas d'ailleurs aussi. Et ici, c'est un étudiant qui dit « Tu sais que ton année est vouée à l'échec quand tu cherches la définition d'un mot que tu ne comprends pas et que dans celle-ci, il y a 3 nouveaux mots que tu ne comprends pas et ainsi de suite. » Et qui donc, cette confession, moi, m'a beaucoup intéressée parce qu'elle appuyait sur le fait que ces difficultés, c'est pas parce que dans les entretiens ou dans les enquêtes qu'on a pu faire, on a posé des questions par rapport à une forme de circularité des savoirs ou à des difficultés plus spécifiques. Enfin, en gros, c'est pas parce que nos questionnaires étaient orientés que les étudiants ont répondu à ces questions en exprimant des difficultés qui allaient dans notre sens, puisqu'on trouve notamment sur quelque chose d'aussi informel qu'ULB Confession des difficultés qui illustrent les mêmes dimensions qu'on avait identifiées. Alors, si on s'intéresse maintenant à un autre pool de difficultés, c'est un pool qu'on a repéré concernant les supports d'enseignement. Alors, dans ce cas, les obstacles rapportés par les étudiants, ils sont de 2 ordres. Alors, comme on le voit par rapport au cours de cytologie, le premier, il concerne l'articulation des supports oraux ou écrits d'enseignement. Et donc, ces supports oraux écrits, ils peuvent être de diverses natures. Hein. On peut avoir, et c'est pas rare d'ailleurs, un syllabus, les notes de cours, les diapositives, des articles, des livres, des capsules vidéo. Et on voit que pour les étudiants, ce n'est pas toujours évident d'arriver à comprendre comment ces différents supports s'articulent finement entre eux.
Et c'est ce qu'exprime l'étudiant dans le cadre de cytologie qui dit on a beaucoup de slides, il y a des choses qui se trouvent dans les slides qui ne sont pas dans le syllabus, donc il faut jongler avec les deux, ce qui n'est pas du tout évident parce que du coup j'ai essayé de remettre les deux ensemble dans un cahier, mais ça me prend beaucoup de temps. Alors un autre type de difficulté qui peut être lié au support d'enseignement, là pour le coup il est plutôt lié au fait que ces supports peuvent être qualifiés de composites. C'est-à-dire qu'ils renferment des informations de nature sémiotique différentes, comme du texte, des schémas, des graphiques, des tableaux, ou même encore du langage symbolique, et qu'il n'est pas toujours évident pour les étudiants de naviguer entre ces différentes informations et d'en reconstruire la trame. Et donc, c'est ce qui apparaît dans le cadre de l'exemple par rapport au cours d'éthologie, où une étudiante me confiait en entretien que pour elle, les graphiques, c'était la catastrophe parce qu'elle n'arrivait pas à apprendre sur un graphique, qu'il lui fallait du texte, qu'il lui fallait qu'elle écrive, et que comme dans ce cours-là, les slides, les diapositives étaient très peu rédigées et qu'il n'y avait pas par ailleurs de support rédigé mis à disposition par l'enseignant, ça lui avait beaucoup manqué et que des fois, il y avait juste le titre sur la diapositive, un peu comme je l'ai fait dans un premier temps, et que dans le titre, il y avait tout, et donc l'étudiante avait vraiment des difficultés à se débrouiller sans avoir un support plus rédigé. Alors, dernier type de difficulté que je voulais aborder avec vous ici, c'est des difficultés qui ont trait à ce qu'on a appelé la dimension affective et ou relationnelle des apprentissages. Et cette difficulté, elle est liée au fait qu'à l'entrée dans l'enseignement supérieur, mais plus largement, je dirais qu'à chaque transition entre des niveaux d'enseignement, si je peux dire comme ça, certains étudiants éprouvent une difficulté à accepter de changer leur rapport au savoir et au monde. Et dans ce cas, la relation au savoir peut alors devenir dépendante de leurs convictions ou de ce qu'ils pensent être les convictions de leurs enseignants. Alors cette manière d'être, elle peut s'expliquer par la combinaison de différents facteurs, hein, l'origine sociale, l'histoire personnelle, la manière dont dont les savoirs étaient enseignés dans le secondaire, mais surtout elle peut conduire les étudiants à souhaiter être en relation avec des chemins balisés, des repères rassurants, et à réagir parfois de manière un petit peu difficile à une nouvelle situation d'enseignement. Cette attitude, elle se manifeste de différentes manières, allant d'une adhésion partielle à l'opposition portant sur les propos de l'enseignement ou plus directement sur sa personne, même parfois, et elle peut faire obstacle aux apprentissages et être renforcée ou non par l'appréciation de la personnalité du professeur. Alors, dans certains cas, comme on peut le voir dans les exemples qui se trouvent sur la DIA, elle peut conduire à remettre en question la validité ou la légitimité des savoirs enseignés ou encore se traduire par le sentiment que les savoirs enseignés sont arbitraires. Et donc, c'est ce qu'on voit sur cette DIA où pour les 2 cours d'histoire de l'art, on a des étudiants qui vont s'exprimer sur le fait que l'enseignant, ce qu'il enseigne, ce sont ses choix à lui, c'est sa philosophie, c'est ce que l'enseignant pense du monde et que ça rentre en opposition avec la manière dont l'étudiant, lui, présenterait les choses. Alors, dans la première, on reste relativement flou, hein, donc son discours, c'est ses choix à lui, sa philosophie, qu'il se fait du monde, mais cela ne correspond pas à la manière dont je pense, donc la difficulté, là, reste un petit peu implicite. Elle est plus clairement exprimée dans le deuxième cas où l'étudiant termine en disant ça me pose problème, c'est un point de vue très personnel et étudier le point de vue d'une autre personne, 3 petits points, c'est pas facile, voire c'est impossible. Et puis un exemple en psychologie clinique où là on sent qu'il y a encore plus d'opposition et même de la colère, où l'étudiant dit c'est sûr qu'il y a plein de choses qu'elle a dites où j'étais pas du tout d'accord, où je ne suis pas d'accord, c'est la pire chose qu'on puisse dire. C'est sûr qu'il y a des cours où je suis partie très énervée, en mode c'est n'importe quoi ce qu'on dit, et voilà, j'ai fermé mon syllabus en mode je suis pas d'accord. Alors peut-être ce que je peux ajouter ici, c'est que pour les cours d'histoire de l'art en particulier, la notion de goût semblait particulièrement présente et même susceptible de pervertir, si je puis dire, la saisie du savoir, puisque un gros tiers des étudiants, tant en haute école qu'à l'université,
ne semblait pas dissocier l'art et le jugement de goût. De la même façon, on avait constaté qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui jugeaient que les propos de l'enseignant étaient arbitraires et que donc, comme c'est illustré un petit peu dans les 2 extraits d'entretien ici, la façon dont l'enseignant leur parle de l'art relève de son opinion personnelle. Alors, on a moins repéré cette dimension affective dans les cours de physique, mais ce qu'on a pu repérer dans les cours de physique, par contre, c'était la présence de commentaires dans ce que les étudiants disaient, qui portaient sur l'appréciation de la personnalité de l'enseignant et son éventuelle influence sur l'intérêt perçu du cours, des étudiants qui disaient « oui, le prof est vraiment pas passionnant et donc ça ne nous aide pas du tout à voir l'intérêt du cours pour notre formation ou pour notre futur métier ». Alors, quelques petites conclusions. Qu'est-ce qu'on peut dire à partir de cette présentation? Que certaines difficultés dans l'enseignement supérieur sont effectivement co-construites. Hein. C'est bien parce que les savoirs enseignés ont des caractéristiques propres qu'ils renferment en eux-mêmes des obstacles potentiels. Et c'est bien parce que de manière concomitante, les étudiants ont un rapport au savoir singulier qu'ils vont rencontrer ou non des difficultés relatives au savoir enseigné. Et j'ai envie d'ajouter, peut-être même, surtout qu'ils vont pouvoir dépasser ces difficultés. Et d'ailleurs, à noter que dans certains de nos travaux, on a pu mettre en évidence que la manière dont les étudiants perçoivent les savoirs enseignés influence de manière relativement évidente la manière dont ils vont évaluer l'intérêt et l'importance des savoirs et leur pratique d'études. Que ces difficultés, elles sont repérables tant dans des cours en haute école et à l'université, qu'on ne peut pas les cantonner, certaines difficultés en haute école et d'autres à l'université. Hein, ça dépend un peu de comment le cours est construit par l'enseignant. Et enfin, que ces difficultés, elles sont communes à des champs disciplinaires qui sont pourtant contrastés, ce qui n'était pas une évidence au départ dans nos travaux de recherche. En tout cas, ce n'est pas une idée préconçue qu'on avait quand on a lancé ces recherches.